Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une figure intellectuelle argentine assez singulière du XXe siècle. L'abbé Julio Mainviel, un théologien thomiste très influent, disons, des années 30 aux années 70. Oui, bonjour. C'est un penseur qui a vraiment essayé d'appliquer une grille de lecture thomiste, on peut dire assez stricte, aux grandes crises de son époque. On parle de la montée des totalitarismes, bien sûr, la crise du libéralisme, et puis tous ces débats parfois houleux au sein même de l'Église. Son projet, si je comprends bien, c'était une sorte de refondation théologique et politique face à ce qu'il voyait comme la modernité. Exactement. Il voyait la modernité comme une déviation, une erreur fondamentale par rapport à un ordre naturel et divin. Et il voulait restaurer cet ordre. Alors, pour notre analyse, on s'appuie principalement sur un article de Florian Rouanet. L'objectif, c'est de comprendre ces idées clés. Pourquoi ce soutien au corporatisme, voire même à certains aspects du fascisme, et cette critique vraiment virulente du personnalisme à la Maritain, de la démocratie. Tout ça forme un système très cohérent chez lui, même si évidemment ça peut heurter nos sensibilités d'aujourd'hui. C'est une réaction assez radicale. Entrons dans ce système alors. Commençons par son rejet de la démocratie libérale. C'est total. Il va jusqu'à qualifier le suffrage universel, je cite, d'injuste, incompétent, corrupteur. C'est extrêmement fort comme position. Ah oui, c'est très dur. Sa justification repose sur l'idée d'une inégalité naturelle, une inégalité des droits et des compétences. Il écrit quelque chose comme « Ne peuvent être égaux le droit du père et celui du fils, du maître et de l'élève ». D'accord. Pour lui, fonder la représentation sur l'individu isolé, qu'on suppose égal aux autres, c'est une aberration. Ça va contre l'ordre naturel et qui est hiérarchisé. Logique. Et donc, si on écarte l'individu comme base, sur quoi est-ce qu'il propose de construire l'édifice politique ? Justement sur les corps sociaux qu'il juge naturels. La famille, les corporations professionnelles, les communautés locales, ce genre de choses. C'est là qu'intervient sa défense du corporatisme alors. Tout à fait. Il s'inspire beaucoup de la doctrine sociale de l'Église de l'époque, notamment l'encyclique Quadragesimo Anno de Pie XI. Cette encyclique, elle envisageait justement une société organisée autour de groupes professionnels qui collaborent. Une sorte de troisième voie, c'est ça ? Entre le libéralisme individualiste, qu'il rejette, et le communisme collectiviste, qu'il rejette aussi. C'est exactement ça. Il voit le corporatisme comme, je cite encore, l'organisation du travail la plus conforme aux principes de l'ordre social chrétien. Mais attention, cette voie, pour lui, elle nécessite un État fort. Un État guidé par les principes catholiques, évidemment. Pour encadrer cette collaboration capital-travail et viser ce qu'il appelle la prospérité générale. Voilà. C'est dans son livre « La conception catholique de la politique ». Et cette recherche d'un ordre fort, hiérarchisé, ça l'amène à s'intéresser au fascisme. C'est sans doute le point le plus délicat à aborder. Oui, et il faut être précis ici. En rapporte ses analyses, pas un jugement de notre part. En 1937, il écrit que le fascisme, dans sa tentative de restaurer l'ordre, reconnaît selon lui la primauté des valeurs spirituelles et la nécessité d'une autorité forte. Il y voit donc une réaction positive contre ce qu'il perçoit comme le chaos démocratique. Oui, il apprécie cette affirmation de l'autorité et surtout la reconnaissance du pouvoir spirituel de l'Église. Il cite souvent les accords du Latran, vous savez ce traité entre l'Italie de Mussolini et le Vatican, comme une preuve que le fascisme pouvait être compatible d'une certaine manière avec l'Église. On voit bien la cohérence de sa logique antilibérale. Et ça éclaire aussi sa critique très dure d'autres penseurs catholiques de l'époque, comme Jacques Maritain. Tout à fait. Son livre « De l'amener à Maritain » est une charge frontale contre le personnalisme. Pour Mainviel, mettre l'accent sur la personne, comme le faisait Maritain, c'était en gros ouvrir la porte à l'individualisme libéral. Et donc au relativisme. Et au relativisme, oui. Ça affaiblissait l'autorité de la doctrine, l'ordre social chrétien. Pour lui, c'était une dissolution de la véritable doctrine catholique, une pente dangereuse. Tout est lié en fait. Sa vision politique découle directement de sa lecture très spécifique de la théologie thomiste. Exactement.
Pour Manviel, comme pour saint Thomas d'Aquin d'ailleurs, la politique est subordonnée à la théologie, c'est clair. Le but ultime de la cité, ce n'est pas juste le bien-être terrestre, c'est d'aider les hommes à atteindre leur fin surnaturelle, la béatitude céleste. Donc l'organisation politique doit servir cet objectif supérieur. Nécessairement. Elle doit refléter cet ordre divin. Bon, si on essaie de résumer. Manviel, c'est une sorte de contre-révolutionnaire intellectuel, non ? Il propose une réponse radicale aux erreurs modernes, libéralisme, personnalisme, démocratie individualiste, par un retour à ce qu'il juge être la tradition. Oui, une tradition thomiste très orthodoxe à ses yeux, qui implique le corporatisme, une autorité politique forte et une patrie unie par le catholicisme. L'État doit même, selon lui, fortifier chez les citoyens le sens de la nationalité. C'est une vision très intégrée. Une pensée donc d'une grande cohérence interne, on l'a dit, très critique du libéralisme. Oui, et l'article de Rouanet souligne un point intéressant. Malgré sa lucidité sur certains aspects du libéralisme, selon ses propres critères bien sûr, il semble ne pas avoir perçu, ou peut-être pas voulu combattre, les changements qui s'annonçaient avec Vatican II, notamment sur la liberté religieuse. Il est mort en 1973, donc juste après. Ce qui nous laisse avec une question, peut-être pour la réflexion de nos auditeurs. La pensée de Manviel, cette subordination totale du politique au religieux, ce rejet de l'individu, ça nous paraît très loin aujourd'hui. C'est certain. Mais ça nous interroge quand même. Comment est-ce qu'on articule de nos jours des convictions fortes, religieuses ou autres, avec les règles d'une société pluraliste ? Vaste question. Et puis, cette idée d'une représentation politique qui ne serait pas basée que sur l'individu, mais qui prendrait en compte les groupes, les corps sociaux, est-ce que ça a encore une pertinence quelconque aujourd'hui ? C'est une piste de réflexion intéressante, en effet, face aux limites peut-être de la représentation purement individuelle. Voilà de quoi nourrir la discussion. Merci pour cet éclairage. Merci à vous. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une figure intellectuelle argentine, fascinante, mais aussi assez dérangeante. Nimio de Anquín. Oui, un personnage qui a vraiment essayé de faire le lien, un pont, si on veut, entre la philosophie de saint Thomas d'Aquin et le fascisme des années 30. C'est ça. Et pour en parler, on se base sur une analyse, un article qui décortique vraiment son parcours, sa pensée. L'idée, c'est de voir comment cette alchimie étrange a pu se faire, entre l'érudition, le catholicisme très fort et ce militantisme radical. Notre but, c'est d'essayer de comprendre comment un spécialiste reconnu du thomisme, un universitaire, a pu devenir une figure importante de l'Union nationale fascista, à Cordoba. C'est une trajectoire assez singulière, effectivement. Bon, alors, qui c'était exactement ce Nimio de Anquín ? Alors, né en 1896, mort en 1979, c'était un professeur, un philosophe assez influent à Cordoba. D'accord. Avec une formation solide, j'imagine ? Oui, philo et droit. Il a enseigné la logique, la métaphysique. Il a même cofondé l'Instituto Santo Tomás d'Aquino. Un vrai académique, Un pur produit de l'université, on dirait. Mais le contexte argentin de l'époque devait jouer un rôle, non ? Ah oui, énormément. Il faut imaginer l'Argentine des années 20, 30, un catholicisme très très présent qui structure vraiment la société. D'accord. Une instabilité politique aussi, assez chronique. Et puis une grande écoute pour les idéologies qui venaient d'Europe, y compris les plus radicales. C'est dans ce bain-là qu'il évolue. Exactement. Et c'est là que son thomisme prend racine. Justement, ce thomisme, c'était quoi pour lui ? Une simple référence intellectuelle ? Oh non, bien plus que ça. Une adhésion vraiment profonde. Cette idée de concilier la foi chrétienne et la raison via Aristote, ça le structurait. L'ordre naturel, la hiérarchie. Voilà. Tout ça, c'est central chez Thomas d'Aquin. Et on retrouve cette rigueur dans ses écrits philosophiques, comme Ante Isser. Même quand il dialogue avec d'autres, comme Hegel, il reste sur un réalisme métaphysique très strict. Et ce qui est intéressant, c'est le lien que l'analyse fait entre ses principes thomistes et ses positions politiques. C'est ça. Tout à fait. L'analyse souligne bien que ce n'est pas séparé. Cet ordre, cette hiérarchie, cette finalité objective qu'il trouve dans le thomisme, ça va directement nourrir sa vision politique. Il y a une continuité donc. La source suggère fortement une continuité, oui, ce n'est pas juste une façade intellectuelle. Et ça nous amène à son concept clé, la révolution morale. Qu'est-ce qu'il entendait par là ? Il y a cette phrase très forte citée dans un article qu'il a écrit en 1936 dans la revue Chrysole. La révolution sociale sera morale ou ne sera pas.
Donc le politique passe après le moral, le spirituel. Précisément. Pour lui, la crise argentine, c'est d'abord une crise morale, spirituelle, la faute au libéralisme, au matérialisme. Classique dans ses courants de pensée. Oui, et la solution, c'est donc une restauration des valeurs catholiques traditionnelles. Mais pas par tout le monde. Ah, Non, parce qu'il appelle des minorías fuertes, des élites fortes engagées. C'est là qu'il rejoint ce courant de la révolution conservatrice. qui rejette la démocratie parlementaire. Exactement, au profit d'un État fort, autoritaire, organique. Et son nationalisme, c'est pas un nationalisme ethnique, mais plutôt un fait spirituel lié à l'héritage hispanique et catholique. Et concrètement, ça donne quoi cet engagement sûr? Il passe à l'action? Oui, l'analyse montre qu'il franchit le pas en 1936, il devient le chef de la section de Cordoba de l'Union nationale fascista, l'UNF. Carrément, il assume l'étiquette fasciste. Pleinement. Les sources citées sont claires. Il écrit lui-même que « Este fascismo es el que se está gestando en España », en référence au franquisme naissant. Donc, une référence directe à Franco. Oui, et il y a pire enfin, plus troublant encore. Une citation de 1941 tirée de Nueva Politica, toujours rapportée par la source. Oui, Por obra del gran Hitler, el liberalismo y la fea democracia han muerto. Il voit Hitler comme celui qui a tué le libéralisme et la démocratie. c'est sans ambiguïté. C'est très fort comme propos. C'est très fort, oui, et ça montre son rejet radical de la démocratie libérale. Alors la question clé que soulève l'analyse, c'est est-ce que ce fascisme est une sorte de déviation, une trahison de son thomisme, ou Ou une conséquence logique, ou du moins une application possible. c'est ça? Et c'est là que ça devient vraiment dérangeant. L'analyse suggère que pour Dönkin, il n'y avait pas de contradiction. Le fascisme, pour lui, pouvait être un moyen, un instrument politique pour restaurer cet ordre chrétien hiérarchique qu'il appelait de ses voeux face à la modernité. C'est une interprétation pour le moins radicale du thomisme. Absolument. Et il faut insister, on rapporte ici les éléments de l'analyse et les positions de Dönkin telles qu'elles sont documentées. On ne les cautionne évidemment pas. D'ailleurs, il n'était pas seul. D'autres intellectuels catholiques argentins, comme l'abbé Mainviel, ont exploré des voies un peu similaires. Donc on a ce parcours, le spécialiste de la métaphysique médiévale qui finit dirigeant d'un groupe fasciste local et qui tresse des louanges à Franco et Hitler. L'image du pont de granit entre la scolastique et le salut national utilisé dans l'analyse est assez parlante, je trouve. Oui, elle est frappante. Ça laisse songeur quand même. Carrément. Et au-delà du cas de Dönkin, ça soulève une question plus large, non ? Comment une philosophie qui prône l'ordre, la vérité absolue, comme le thomisme, dans son interprétation, peut en arriver à justifier une idéologie politique aussi autoritaire, aussi nationaliste ? Voilà. Surtout en temps de crise perçue. Ça interroge sur les potentialités, disons, dangereuses, de certaines formes d'intransigeance intellectuelle ou religieuse quand elles rencontrent un certain contexte politique. Une réflexion sur l'intransigeance elle-même et ses possibles dérives politiques. C'est une bonne piste de réflexion pour finir. Exactement. Ça montre que les idées ont des conséquences, parfois très concrètes et très sombres. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un personnage assez singulier, l'abbé Julio Maria Tamom. On s'appuie pour ça sur un article de Florian Rouanet trouvé sur Antena.io, Vox Frequentia. Ouais, un prêtre catholique traditionnaliste italien. Et, pour bonner le ton, il a cette phrase choc. Ma soutane, c'est une chemise noire taille XXL. Voilà, donc l'idée c'est de voir un peu comment s'articule chez lui cette foi catholique, disons, intransigeante, très lefévriste, et puis son engagement politique très marqué, carrément pro-fasciste. C'est ça. Alors, pour commencer, il est né en 51. Il passe par le séminaire d'Écône, en Suisse, le cœur de la Fraternité Saint-Pie X, la FSPX. C'est Monseigneur Lefebvre qui l'a fondé, justement, contre les réformes de Vatican II. Et dès le début, il affiche la couleur. Dès son ordination en 1980, l'article nous dit qu'il lie son rôle de prêtre au nationalisme. Il cite même Almirante, une figure de l'extrême droite italienne d'après-guerre. Ah oui, quand même. Et Lefebvre lui-même, d'ailleurs, préfacera un de ses livres anti-Vatican II en 91. Donc, il y avait un sorte de soutien au départ, sur la critique doctrinale au moins. Donc doctrinalement, c'est clair. Défense de la tradition avec un grand T, rejet de la liberté religieuse, de l'écuménisme, enfin, tout ce qui vient de Vatican II pour lui. Exactement. Mais ça ne reste pas que théorique, quoi. Non, justement, il passe à l'action politique. Oui, l'article mentionne des candidatures. En 2004, avec Alternativa Sociale, c'était la coalition d'Alexandra Mussolini. La petite fille. C'est ça. Et puis en 2009, pour Forza Nuova, là c'est un parti nationaliste assez radical. Avec quel genre d'idée, justement ?
Les thèmes classiques, hein. Souverainisme, la défense de la famille tradie, l'Europe des patries chrétiennes, le package habituel, on va dire. Et ce rapport à Mussolini, il l'assume comment? Parce que chemise noire XXL, Ah, mais totalement. Il n'y a aucune gêne. L'article parle de messe dite in suffragio del duce, donc en mémoire de Mussolini. d'accord. Il sort des phrases comme « Mussolini, c'est un homme envoyé par la Providence ». Carrément. Et il va jusqu'à dire que le fameux Dieu patrie-famille, Oui, cher aux conservateurs cathos. eh bien, pour lui, ce sont des valeurs fascistes, en fait. Il reprend ça à son compte. Il a même soutenu Tajani quand il parlait des bonnes choses de Mussolini, hors loi raciale et guerre, bien sûr. Bon, j'imagine que tout ça, ça a dû grincer un peu, non? Médiatiquement et dans l'église aussi. Ah ben oui, forcément. Sa comparaison soutane-chemise noire, ça a fait les gros titres du Corriere della Sera en 2004. Ça a marqué. Oui, ça se retient facilement. Et puis, il y a eu un salut romain à Bergame, en 2009. La Repubblica en a parlé. Et là, l'archevêque de Bologne, le cardinal Caffarra, a réagi très fort. Il a dit quoi? Il l'a traité d'incapable et d'intendere et di volere. En gros, incapable de comprendre et de vouloir. C'est très très dur comme jugement ecclésiastique. Waouh! Et il y a eu d'autres sorties? Oui, en 2012, après Dapio, le lieu de naissance de Mussolini, il appelle à devenir des kamikazes catholiques pour défendre la foi. Encore une image choc. Et plus récemment, en 2019, à la télé, il critiquait le clergé arc-en-ciel. Forcément, avec tout ça, sa place dans la FSSPX a dû devenir compliqué. Bah oui, ça ne pouvait pas durer. Dès 2007, il critique ouvertement Monseigneur Fellé, le supérieur de l'époque. Il l'accuse de vouloir rallier Rome, en gros, de trahir Lefebvre. Et donc? Donc il est jugé indiscipliné, trop politique. Il est exclu en 2009, Dans en même quel- temps qu'un autre prêtre assez connu dans ce milieu, dont Floriano Abramovich. D'accord. Et les sanctions de l'église officielle? Le cardinal Caffarra dont on parlait a confirmé sa suspension à divinis. C'est une sanction canonique lourde, ça veut dire qu'il ne peut plus célébrer publiquement les sacrements. Exclu de la FSSPX, sanctionné par Rome, il est où aujourd'hui alors, d'après l'article? Il gravite dans ce que l'on appelle la résistance traditionnaliste. C'est la frange la plus dure, très critique de la FSSPX actuelle, parfois proche du sédévacantisme. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y a plus de pape légitime? Voilà, depuis Vatican II. Donc il célèbre pour l'Institut Mater Boni Concili, IMBC. Il participe à des événements autour de Monseigneur Williamson, un autre évêque exclu. Il est aussi actif sur des médias radicaux comme Radio Spada. Et il continue son combat doctrinal. Il a réédité ses écrits anti-Vatican II. Donc, si on résume ce que nous dit l'article de Florian Rounet, on a le portrait d'un homme qui incarne une fusion vraiment assumée entre un catholicisme très dur et une adhésion au fascisme italien, le tout symbolisé par sa lecture de Dieu, patrie, famille. C'est une bonne synthèse, oui. Son parcours montre une forme de cohérence radicale, peut-être. Ses convictions religieuses et politiques se renforcent l'une l'autre, quitte à le mettre en rupture avec toutes les institutions. Et pour finir, comme le suggère la conclusion de l'article, cette image forte, la soutane peut parfois prendre l'éclat d'une chemise noire. L'auteur termine même en souhaitant, en post-scriptum, plus de dynamisme de ce type dans les milieux tradis et nationalistes. Oui, c'est le point de vue final du texte qu'on analyse. Ça laisse songeur sur les liens complexes et parfois dérangeants qu'on peut trouver entre foi, tradition et politique radicale.